Ce que nous avons fait précisément, c'est d'abord de recevoir Dr Peter Wright, qui était venu à Montréal rencontrer, disons, la direction de GrandMonde, et de manière à pouvoir donner suite à son projet de tenir cette conférence-là à Dartmouth. Maintenant, l'idée, la première personne qui m'a approché pour histoire de relater les faits tels qu'ils sont, c'était Dr Bill Papp, que j'ai rencontré en Haïti au mois d'octobre dernier, lors d'une conférence qu'on avait organisée à Port-au-Prince, qui s'appelle Haïti Santé. Donc c'est à cette occasion qu'il m'a parlé de cet événement et il voulait absolument que le GRAN soit associé à cet événement. Et dès mon arrivée à Montréal, il m'a mis en contact avec Dr Peter Wright, qui a pris rendez-vous avec nous, qui est parti de Hanover pour venir à Montréal nous rencontrer. Donc, et on a eu une demi-journée d'échange avec la direction du GRAN sur l'orientation de cette conférence. Et par la suite, on est resté une équipe de 3 personnes, donc Peter Wright, Bill Papp et moi-même, pour organiser cette conférence-là, où les décisions étaient prises collégialement et de manière à savoir qui inviter, quelle est l'orientation. On a beaucoup insisté pour que ce soit une conférence à orientation pratique, qui débouche sur des projets, de manière à pouvoir dire à l'après de la conférence qu'il est sorti quelque chose, et surtout que l'on puisse poursuivre le travail après la conférence. Après cette, je dirais, première partie de la première journée, qu'est-ce que le GRAN espère de cette conférence? Nous, d'abord, ce qui nous a beaucoup plu, c'est le fait qu'on a renforcé la position du GRAN à l'effet que pour que le pays puisse s'améliorer, parce qu'on parle de Union Haïti, ou Better Haïti, il faut que l'on puisse se donner une référence. Quand est-ce qu'on avance, quand est-ce qu'on recule. Alors, au sein du GRAN, ce qu'on se dit, une bonne référence, c'est l'indice de développement humain. Et aujourd'hui, Haïti est en à peu près 158e position sur 167 pays. Donc, ça veut dire presque en fin de peloton, en fin de queue. Et si on veut améliorer la situation du pays, il faudrait que l'on puisse faire passer Haïti de la position actuelle, 158, à 150, à 140, à 130, à 120, etc. Et pour le faire, sachant que l'indice de développement humain est déterminé par des paramètres tels que l'accès à l'éducation, l'accès à la santé et l'accès à des emplois de qualité qui améliorent les conditions de vie des personnes, donc on s'est dit il faut qu'on puisse travailler conjointement sur les 3 volets que sont l'éducation, la santé et l'économie. Au cours de ces 3 dernières années, le GRAN a été très actif, non seulement en Haïti, mais un peu partout là où il y a des Haïtiens qui vivent en diaspora. Votre expérience avec la communauté haïtienne, non seulement en Haïti, mais également à l'étranger, comment les gens, d'après vous, ont accueilli les idées du GRAN? Au pays, puisque c'est l'endroit qui nous intéresse, Haïti, nous avons eu beaucoup d'intérêt dès les premiers jours. Et particulièrement dans le milieu des jeunes qui sont scolarisés et qui sont en mesure de comprendre le discours, et aussi chez certains groupes progressistes du pays. Donc nous avons trouvé des personnes parmi les forces vives qui croient dans les idées de progrès pour tous et qui nous ont accueillis bénéfiquement. Sinon, on n'aurait pas pu avoir les différents chapitres qu'on a eu en Haïti. Donc on a eu des supports. Et même pour vous donner une illustration de ce que représente ce soutien, nous avons organisé l'événement qui s'appelle Haïti Éduque, qui était notre premier événement au pays. C'était en mars 2012. Cet événement nous a coûté 95 000 $. Et sur les 95 000 $, nous avons recueilli 60 000 $ sur les 95 000 à partir d'Haïti. Et pour un pays que l'on dit souvent pauvre, pour un pays que l'on dit souvent vivre aux dépens de l'aide internationale, donc recueillir 60 000 sur 95 000 $, c'est une preuve tangible de soutien aux actions du GRAN. Donc, nous avons un appui que je pourrais qualifier de très encourageant et de la part du milieu haïtien. Maintenant, il faut continuer à étendre cet appui, à faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui adhèrent aux idées. Et c'est aussi, disons, le défi qu'on s'est lancé. Donc, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'Haïtiens qui partagent ces idées-là. Parce que c'est une idée, même quand elle est très bonne, si elle n'est pas partagée, on ne va pas loin avec ça. Et nous, on se donne du temps pour le faire. On n'est pas pressé.
On n'est pas pressé, on parle de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 50 ans, de 60 ans. C'est sûr que les résultats de toute cette action-là, on ne sera pas là pour les voir, nous qui sommes aujourd'hui au timon des affaires du grand monde. Mais la seule chose, le point d'honneur qu'on se fait et la plus grande satisfaction qu'on pourrait avoir, ce serait de voir une grande partie de la population accepter l'idée qu'il faut travailler et il faut travailler patiemment pour changer le pays. Parce que la plupart des pays qui ont connu des changements importants au cours des dernières années, je peux parler de la Chine, je peux parler du Brésil, je peux parler de Taïwan, je peux parler de Singapour, c'est des pays qui se sont projetés dans le temps. La Chine prépare depuis 60 ans ce qu'elle est devenue aujourd'hui. En prenant des actions, en se donnant un plan, en se donnant une vision et en se mettant au travail pour réaliser cette vision. Donc il n'y a pas de formule magique pour changer un pays, pour changer le sort des gens. C'est qu'il faut réfléchir, il faut avoir une vision, partager la vision avec le plus grand nombre, prendre les actions qu'il faut pour réaliser cette vision et le résultat va être au rendez-vous après le temps nécessaire correspondant au travail effectif que nous avons fait. À l'étranger, on a eu également beaucoup d'échos, mais à peu près dans les mêmes profils de population. C'est des personnes qui, malgré la distance qui les sépare du pays d'origine, portent encore une attention au pays et qui acceptent de fédérer leurs forces, leur énergie, leur réseau, de manière à ce que Haïti se porte mieux. Donc dans les deux cas, disons, on a eu un accueil qui suscite de l'espoir de notre part et qui entretient l'espoir également dans le pays. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de partager et d'étendre, disons, ce bon accueil à toutes les couches de la population. Parce que nous sommes convaincus qu'une grande partie de la population d'Haïti veut un changement réel et dans leurs conditions de vie. Maintenant, la question, c'est comment articuler, disons, une vision qui incarne cette volonté de changement. Et c'est ça que nous essayons de faire. Docteur Samuel Pierre, nous allons mettre de côté le GRAN pour parler des autres institutions qui interviennent en Haïti depuis 2010. Beaucoup de conférences organisées, beaucoup d'argent dépensé, beaucoup d'idées émises, mais en fait de réalisation, on a l'impression, quand on va en Haïti, qu'on ne fait que tourner en rond. Qu'est-ce qui ne marche pas à ce niveau-là, docteur Pierre? Bon, nous l'avons dit, je viens de le dire tout à l'heure, nous avons des problèmes extrêmement complexes. Nous en avons identifié 12 pour prendre les plus importants, mais rien qu'en se limitant à ces 12 problèmes complexes, que nous avons identifiés comme complexes, c'est extrêmement difficile de pouvoir les attaquer, surtout quand on ne comprend pas toute la portée de ces problèmes. J'ai aussi mis en évidence le fait que des fois on connaît les problèmes, mais on ne connaît pas les interactions qu'ils ont entre eux. Alors l'exemple que j'aime prendre, quelqu'un arrive à Port-de-Paix, il dit « Waouh, il manque des médecins ». Parce que les hôpitaux n'arrivent pas à fonctionner parce qu'il manque des médecins. Alors je vais ouvrir une école de médecine à Port-de-Paix. Ensuite, il y a des personnes brillantes de la région qui viennent, qui étudient. Il y en a d'autres qui sortent d'autres régions du pays, qui viennent étudier. Ils deviennent médecins. Ensuite, le médecin est parti en stage au CAI. Il a trouvé une fille avec qui il se lie, devient son épouse, fait des enfants, retourne à Port-de-Paix pour travailler dans les hôpitaux. Et quelques jours après, la femme qui a mis au monde des enfants et qui était ingénieure ne trouve pas de boulot à Port-de-Paix. Alors la femme commence à faire pression pour dire, écoute, là, vous êtes médecin, vous exercez, mais moi je suis ingénieur, je n'exerce pas. Ensuite, les enfants, j'arrive pas à trouver l'école de mon choix pour les mettre. Il n'y a pas une école de qualité. Alors là, ça fait de la pression, là. Et si vous voulez maintenir votre femme et votre famille, en tant que médecin, vous commencez à réfléchir par 4 fois. Et après, de mûres réflexions, vous dites, ah ouais, mais Sam Koka, elle a trouvé un boulot, ensuite il y a un hôpital qui vient de s'ouvrir, et moi je vais me déplacer. Ou encore, il y a quelqu'un à Miami qui m'a dit que si je viens, il y a une ouverture. Et là, c'est la personne que vous avez formée à grands frais, à Port-de-Paix, qui quitte le milieu parce que tout simplement, il y a un certain nombre de problèmes auxquels on n'a pas réfléchi. On a essayé de résoudre le problème de carence de médecins en pensant qu'il fallait simplement mettre en place une école de médecine, alors qu'en fait, il y a aussi ce qu'on appelle les opportunités de vie pour les personnes qui vivent dans les régions. Donc, c'est bien sûr, la formation, elle est importante, mais qu'est-ce qui va arriver à cette personne formée s'il n'arrive pas à trouver dans le milieu de vie, disons, les conditions propices à son épanouissement personnel et familial? Et une question générale qui concerne la coopération internationale. Est-ce que
vous, en tant que scientifique, vous n'avez pas l'impression qu'il y a une certaine mainmise sur Haïti? Par exemple, on parle de reconstruction, ne serait-ce que reconstruction physique, on parle de reconstruction des bâtiments publics, alors que la principale université ou des facultés qui forment des ingénieurs en Haïti n'est pas invitée à la table. C'est une très bonne question que vous posez, M. Cajuste. Je l'ai dit tout à l'heure, Haïti dépend 60%, 40%, 60% de l'aide externe. Et un pays qui dépend de l'aide externe pour son budget de fonctionnement, c'est un pays qui ne peut pas se donner ses propres politiques. Parce que vous devriez faire accepter vos politiques par des instances externes, de façon à avoir les fonds nécessaires pour faire fonctionner l'État. Dans un tel contexte, la reconstruction, les Haïtiens ne peuvent pas en avoir le contrôle. Parce que quand il vient le moment d'aller chercher les moyens pour faire cette reconstruction, vous êtes assujetti à ce qu'on appelle toute une série de conditionnalités. Souvent, on ne peut même pas satisfaire à ces conditionnalités. Alors si je prends l'exemple de ce que vous venez de donner, une faculté des sciences qui produit des ingénieurs au pays, et que ces ingénieurs-là, souvent, pour toutes sortes de raisons, ils ne sont pas autour de la table. Et quelquefois même, le plus souvent, on est obligé de faire appel à des ingénieurs étrangers pour faire le travail. Maintenant, c'est un problème en soi, mais je me consolerais à l'idée que les gens soient conscients de ce problème et prennent les moyens de le résorber. Et très concrètement, ce que je voudrais dire, et je l'ai mentionné tout à l'heure dans ma présentation, c'est ce qu'on appelle une stratégie de transfert de connaissances. Là. Il n'y a rien qui empêcherait à l'État de prendre une mesure qui dit que, quel que soit l'ouvrage qui se réalise dans le pays, il doit y avoir un contenu haïtien fixé à un pourcentage. Par exemple, on pourrait dire qu'il faut au moins 30% de pourcentage de contenu haïtien là-dedans. Le contenu, ça peut être du produit haïtien, ça peut être du matériel haïtien, ça peut être des ressources humaines haïtiennes. Mais il faut qu'il y ait un minimum de 30% de contenu haïtien. Il y a plein de pays qui l'ont fait. Je vis au Québec. Eh bien, pour se développer, le Québec avait pris ça comme mesure. Voyant qu'il y a plein de mines, il y a plein de ressources naturelles à exploiter au Québec, eh bien, le gouvernement a pris une décision comme ça en disant que si une firme étrangère vient dans le pays, il faut s'assurer que vous ayez des employés, des ressources matérielles, des ressources humaines impliquées dans le projet que vous avez obtenu à hauteur de 30% minimum. Et là, ça forcerait les entreprises, même dans une démarche pédagogique, à accepter que des ingénieurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience fassent partie de leur staff uniquement parce qu'ils doivent satisfaire un quota de 30%. Eh bien, au nom des téléspectateurs de Caméra Mosaïque, merci, Dr. Samuel. C'est à moi de vous remercier, Yves. J'aimerais bien terminer sur un témoignage à ton endroit. C'est l'occasion pour moi de te remercier beaucoup pour tout ce que vous avez fait comme effort de promotion pour le GRAN. Et c'est apprécié et le GRAN apprécie énormément aussi. Merci. Oui, merci. OK. Eh bien, c'est avec plaisir. Dakar dit presque après 32 ans que j'ai rencontré pour la première fois avec Dr. Pape. C'était dans le début gestion. L'autre a travaillé vraiment et fort. L'heure a fait si d'affect déraper dans le pays d'Haïti. Donc peut-être que